et bon réveil. Merci d'avoir choisi 24 pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité. Les Grecs ont dit non, non aux exigences d'une Europe qu'ils jugent humiliante, oui à l'autodétermination, oui à leur Premier ministre qui continue de défier ses créanciers. Alors face à des Athéniens en liesse, Alexis Tsipras, fort de ce mandat populaire renouvelé avec plus de 62% des voix, eh bien il annonce vouloir reprendre les négociations dès aujourd'hui, mais cette fois, dit-il, la restructuration de la dette de son pays sera bien sur la table. Enfin, reste à savoir si l'Europe acceptera. Angela Merkel et François Hollande doivent se rencontrer ce soir à l'Elysée. Les dirigeants de la zone euro se sont donné rendez-vous demain mardi. Autre titre, c'est le nucléaire iranien, dernière ligne droite avant un accord historique espéré d'ici à demain. La nouvelle date butoir du 7 juillet a été annoncée. Nous serons à Vienne dans un instant. Et puis la dernière née des Cambridge, la petite princesse Charlotte, a été baptisée hier dans la plus pure tradition monarchique. Guest list, tenue vestimentaire et Pippa Middleton, qui n'est toujours pas marraine, on vous dit tout dans un instant. Enfin, le mois de juillet a officiellement démarré et avec lui, ses longues siestes, ses citronnades et surtout l'incontournable Tour de France. Si vous n'êtes pas adepte, restez avec nous, on vous donne au moins 3 bonnes raisons de suivre le Tour cette année. Bienvenue à tous. Oxy, les Grecs ont donc dit non aux mesures d'austérité exigées par les Européens. Le non l'emporte largement avec plus de 62% des voix. Les manifestations de joie ont occupé les rues d'Athènes toute la nuit. Alexis Tsipras, devant une foule galvanisée, a annoncé vouloir reprendre les négociations, mais cette fois avec la dette grecque sur la table. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre grec Samaras a quant à lui démissionné après avoir soutenu le oui. Explication, Myri Maman. C'est une victoire sans équivoque pour Alexis Tsipras. Plus de 61% des Grecs ont voté non aux mesures exigées par les créanciers. Et avant même les résultats définitifs, le Premier ministre grec s'est félicité de ce choix et annoncé qu'il était prêt à reprendre immédiatement les négociations. Nous sommes prêts à reprendre les négociations avec un plan de finances et de réformes crédible qui sera accepté par la société grecque et qui sera socialement juste en déplaçant le poids du faible vers ceux qui sont forts économiquement. Le ministre grec des Finances va plus loin et estime que ce vote est une main tendue aux partenaires de la Grèce. Cet outil, ce non, servira à tendre une main coopérative à nos partenaires. Nous leur demandons un par un de trouver un terrain d'entente. Ce résultat bouscule déjà le paysage politique grec. Dans le camp du oui, Antonis Samaras, le président du principal parti d'opposition, a annoncé sa démission. Les positions que j'ai adoptées pendant la période menant au référendum ont servi à former une alliance entre les partis en faveur du oui. Il est évident que notre parti a besoin d'un nouveau départ. En date d'aujourd'hui, je démissionne de la direction du nouveau parti de la démocratie. Les réactions internationales n'ont pas tardé non plus. Les partenaires européens ont déploré la victoire du non. La France et l'Allemagne ont cependant appelé à respecter le vote des Grecs. Tout d'abord, nous devons accepter ce résultat du référendum grec pour lequel le peuple a très massivement participé. Des décisions doivent être prises en Grèce. La balle est désormais dans le camp d'Athènes. Les dirigeants de l'Union européenne engagent lundi d'intenses consultations afin d'évaluer les conséquences du non massif des Grecs. Un sommet de la zone euro devrait également se réunir demain. Et depuis Athènes, on retrouve notre envoyé spécial, Johanna Citruc. Bonjour, quel est le climat dans le pays ce matin? De quelle humeur se réveillent les Grecs? Eh bien écoutez, après cette victoire du non à plus de 61%, c'est un véritable sentiment de soulagement qui domine ici dans les rues d'Athènes. Déjà hier soir, lorsque les premiers résultats sont tombés, les gens sont descendus dans les rues, sont allés célébrer cette victoire et notamment sur la place Syntagma au pied du Parlement. Ils étaient plusieurs centaines, probablement plusieurs milliers même, à chanter, à danser véritablement toute la nuit. Ils étaient heureux d'avoir cette victoire du non, heureux de pouvoir être compris. Voilà, et le grand gagnant de ce référendum, c'est sans aucun doute le Premier ministre Tsipras. Est-ce qu'on peut parler d'un examen largement réussi pour le premier gouvernement de gauche radicale de l'Union européenne ?
Eh bien, écoutez, à première vue, oui, c'est un examen réussi puisque Alexis Tsipras a obtenu ce qu'il voulait. Ça faisait une semaine depuis l'organisation de ce référendum qu'il appelait son peuple à voter non contre les propositions donc des créanciers, à voter pour la démocratie. En revanche, ça va aussi dépendre de comment ce résultat est perçu par les créanciers, s'il est accepté ou non. Si ce résultat est accepté des créanciers, eh bien Alexis Tsipras va pouvoir revenir à la table des négociations en position de force et éventuellement signer un accord. Sinon, cette victoire risque de se transformer en véritable échec et avec un rejet complètement de l'euro. Alors justement, est-ce qu'on sait si les banques fermées depuis une semaine vont rouvrir leurs portes ce matin ? Alors a priori non, les banques ne vont pas rouvrir ce matin puisque même si le non l'a emporté sur le oui, eh bien la situation n'a pas changé dans la nuit. Les caisses de l'État sont toujours vides. La Grèce est toujours en défaut de paiement vis-à-vis du FMI. Il y a une autre échéance qui arrive, c'est celle du 20 juillet. Athènes va devoir rembourser 3,5 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Le Premier ministre Alexis Tsipras va sûrement vouloir maintenir ce contrôle des capitaux qui est en place maintenant depuis une semaine. Merci beaucoup, Johanna, depuis Athènes. Et on prend tout de suite la direction à présent de Bruxelles, où on retrouve notre correspondante Éléonore Fedoul. Bonjour. Alors l'objectif, on l'a dit, du gouvernement grec est de renforcer, grâce à ce référendum, son pouvoir de négociation face à Bruxelles. En clair, rester dans la zone euro, mais en restructurant sa dette. Est-ce que Bruxelles va accepter ? Alors, ce serait vraiment du jamais vu. Pour l'instant, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. En tout cas, ce serait du jamais vu si les Européens se plient finalement aux demandes d'Athènes. Mais les Grecs sont encore loin d'obtenir gain de cause. Ce qui semble sûr, c'est que les dirigeants européens ne vont plus pouvoir faire la sourde oreille concernant la dette de la Grèce, un sujet qu'ils évitent à chaque sommet depuis plusieurs mois. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, est renforcé et déterminé après ce vote. Le Fonds monétaire international, l'un des créanciers de la Grèce, lui a même apporté un soutien considérable hier en appelant les Européens à mettre à nouveau la main au porte-monnaie. Le problème, c'est que de nombreux pays européens ont déjà le sentiment d'avoir donné beaucoup. Bruxelles pourrait alors refuser de se plier aux exigences grecques et un éventuel Grexit n'est pas du tout exclu, même s'il s'agirait d'une sorte de traumatisme. Il montrerait les failles de la construction européenne, affaiblirait la monnaie unique et surtout donnerait un peu plus de poids aux partis nationalistes et eurosceptiques. Par contre, les observateurs jugent qu'il y a peu de risque de contagion vers l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. La sortie grecque serait donc isolée, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'il y a, Éléonore, un flottement européen quant à la réponse à donner à ce non des Grecs ? Est-ce qu'il y a des divisions au sein de l'Europe ? Alors d'une manière générale, l'heure est plutôt à la déception chez les partenaires européens. C'est l'Allemagne qui a sans surprise eu la réaction la plus vive. Pour Berlin, la Grèce a décidé de couper les ponts avec l'Europe. Le ministre allemand de l'économie affirme même que des négociations sont difficilement imaginables. En revanche, la chancelière allemande, tout comme le président français, ont dit respecter l'avis du peuple grec. Angela Merkel et François Hollande doivent se rencontrer ce soir pour évaluer les conséquences du référendum et préparer une première réponse avant le sommet européen de demain soir. Quant à une sortie de la zone euro, eh bien, Alexis Tsipras n'a pas arrêté de le répéter, la Grèce veut rester dans la zone euro. Reste à voir si les Européens l'entendront. Ils considèrent que les offres mises sur la table étaient jusqu'ici assez généreuses. Certains sont même exaspérés. Ici, dans les pays baltes, beaucoup pensent au final, par exemple, qu'une sortie de la Grèce pourrait être une bonne chose économiquement pour le reste de l'Europe. En somme, il ne sera pas facile pour les Grecs de revenir à la table des négociations avec le sourire après avoir claqué la porte au nez des autres pays européens. Éléonore Fedoul depuis Bruxelles, merci d'avoir été avec nous. Et c'est donc une semaine cruciale, nouvelle semaine cruciale qui s'annonce pour l'Europe. On tente de comprendre ce matin si les grandes capitales se réveillent elles aussi soulagées ou plutôt avec la gueule de bois. Cyril, on passe en revue les unes des grands journaux européens ce matin. Oui, une revue de presse, Barbara, l'accent très grec ce matin. 3 lettres en une de vos journaux, non ou bien Oshi. En version originale, Tanea, le quotidien grec, publie la photo du grand rassemblement
pour fêter la victoire du non. C'était sur la place Syntagma hier au pied du Parlement grec à Athènes. Autre journal grec, l'Éphémérida, qui annonce une réunion d'urgence du Conseil européen après que les Grecs aient donc refusé d'accepter les conditions de leurs créanciers. Et puis, outre-Rhin, en Allemagne, le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine choisit ce titre sobre: les Grecs ont voté non. La Grèce qui a décidé de couper les ponts avec l'Europe, écrit le journal. Sur son site, l'autre grand quotidien allemand, Die Welt, annonce d'âpres discussions au sein de l'Union européenne autour du Grexit. Royaume-Uni, à présent, avec ce titre du The Guardian, les électeurs grecs défient l'Europe, écrit le journal, alors que le quotidien The Independent estime pour sa part qu'en disant non à l'austérité, les Grecs ont plongé l'Europe dans la crise. Un non grec qui effraie l'Europe, c'est le titre choisi par nos confrères italiens du Corriere della Sera. Même foule, même drapeau, en une du El País espagnol, mais le titre est différent. Après le nom retentissant de la Grèce, écrit El País, c'est désormais l'heure de vérité pour l'Europe. Et puis en France, Barbara, le Parisien titre en une: le coup de pied grec. Le non à l'Europe renchérissent les Échos. C'est une victoire politique pour Alexis Tsipras, mais une plongée dans l'inconnu pour la Grèce. La Grèce qui crie son nom, c'est à la une du quotidien gratuit 20 minutes. Alors que pour le Figaro, la Grèce a fait un grand pas vers la sortie de l'euro. Les Grecs qui ont choisi de suivre Alexis Tsipras dans leur folle aventure, regrette l'éditorial du quotidien classé à droite. C'est leur choix démocratique, il convient de le respecter. Respecter le non, c'est d'ailleurs ce qu'exige ce matin le quotidien communiste L'Humanité, un non lucide, courageux et puissant d'un peuple debout. Enfin, Libération, qui a décidément le sens du jeu de mots, titre nom de Zeus. On devine la silhouette d'Alexis Tsipras et son oxy, un oxy qui gêne, de quoi inspirer encore le quotidien de gauche qui récidive en page intérieure avec ce titre: référendum, l'oxygène. Merci Cyril. Et au lendemain de cette décision historique, eh bien, on revient sur l'image symbole de cette crise. Rudy, l'image symbole de cette crise, c'est sans contexte ce vieil homme en pleurs par terre devant une banque. Oui, il s'appelle Georgios Chatzifotiadis, il a 77 ans et vendredi dernier, devant une banque de Thessalonique, il s'effondre en larmes en laissant tomber sa carte d'identité et son livret d'épargne. Alors cette image, elle a été prise par un photographe de l'AFP, elle a ému le monde entier et elle est devenue, en l'espace d'un week-end, l'image symbole de cette crise grecque. Au-delà des discours politiques, elle illustre les conséquences de cette crise sur les citoyens. Alors face au retentissement mondial de cette photo, l'AFP a contacté le retraité qui a raconté son histoire et son désarroi. Il explique que ses larmes, par le fait de ne pas pouvoir supporter de voir son pays dans cette misère. Il dit: c'est pour ça que j'étais abattu plus que par mon problème personnel. Alors avant de s'effondrer, il avait tenté de retirer dans 3 banques différentes une partie de la pension de sa femme qui souffre de problèmes de santé. Et donc le retraité a dit ne pas supporter l'intransigeance de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qu'il connaît bien car il y a travaillé dans des mines de charbon comme beaucoup d'hommes du nord de la Grèce. En tout cas, cela dit, il admet quand même les erreurs de gestion de son pays, de ses gouvernements successifs, mais demande à ses responsables de trouver une solution. En tout cas, il aura été bien malgré lui le symbole de cet épisode et de cette crise grecque. Et les Grecs ont voté non. Merci Rudy. Bonjour. Adan Kadariva, vous êtes économiste. On tente d'y voir plus clair avec vous ce matin. Très simplement, quelles vont être les répercussions de ce non sur l'Europe? On pense à ces prêts peut-être jamais remboursés et on pense à ce frein peut-être à la reprise européenne. Bon, écoutez, c'est une crise qui plutôt est une crise politique qu'économique, parce que quand on prend la Grèce, l'importance économique de la Grèce sur l'Europe ou sur l'économie mondiale, elle est finalement très minime. Donc là, on est en plein dans le politique et beaucoup moins dans l'économique. Donc il faut voir, il y a maintenant une renégociation qui va se faire. Je pense que c'est une crise interne d'abord à l'Europe, à l'intérieur de l'Europe. Comment est-ce qu'on décide, comment on se met d'accord? Alors les Grecs vont renégocier, ils parlent d'ailleurs de rester dans l'euro, mais il est certain que le climat d'incertitude et en Europe et, je dirais, sur les marchés mondiaux, ça va continuer. Donc on voit que l'euro, certainement, ne va pas se renforcer, au contraire. L'euro dégringole ce matin. Pas dégringole, il faut prendre les choses dans leur proportion. On parle d'une baisse de 1%. On connaît des fluctuations de ce genre-là depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis la crise européenne. Donc il est vrai qu'effectivement, cela va certainement mettre un frein à une relance européenne. Ça va ralentir peut-être une relance européenne. Ça va agrandir les différentiels à l'intérieur
frontières même de l'Europe. Donc ça, certainement, je dirais, l'économie n'aime pas l'incertitude. Et le résultat de ce vote ne fait que renforcer, je dirais, ce climat d'incertitude. Voilà, tout va dépendre de la réponse des Européens. La Banque de Grèce a envoyé dès hier soir une demande à la Banque centrale européenne de reprendre ses prêts d'urgence. Est-ce que d'après vous, la BCE va accepter? Et puis si elle refuse, est-ce que le pays risque un écroulement monétaire dans les heures, les jours qui viennent? Écroulement monétaire, c'est des grands mots. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides, mais je pense qu'on peut, vous savez, on peut recommencer le troc. Ça existe dans d'autres pays. On verra. Donc il y a des formules qui se trouvent pour passer. Non, c'est pas optimiste certainement. Je ne crois pas qu'il faut être optimiste. Il y a une crise réelle. On parle effectivement peut-être même d'une sortie de l'euro, même si au départ on ne veut pas sortir de l'euro. Il se peut que la situation soit telle que la Grèce soit obligée de sortir de l'euro. Ce qui finalement, il n'y a que 19 pays dans l'Union européenne qui font partie de l'euro. Bon, on n'a jamais eu un scénario de sortie de l'euro. Il y a toujours une première. Ça risque d'être une première. Alors, au cœur de ces nouvelles négociations que tente de reprendre Alexis Tsipras, il y a la dette grecque. Le FMI réclame lui aussi un nouvel allègement de la dette grecque malgré l'effacement déjà de plus de 100 milliards en 2012. Est-ce que sans cette solidarité de ses partenaires, la Grèce ne peut pas s'en sortir ? Effectivement, il y a besoin d'une solidarité, il y a besoin, je dirais, d'une attitude plus ouverte vers la Grèce, ou bien il faut effectivement trouver une autre formule, avoir une autre solution, mais rembourser ces dettes, c'est une chose qu'il faut, parce que là, ça fait partie justement de la gouvernance mondiale. Si les pays commencent à ne plus rendre leurs dettes, ça peut être effectivement assez grave. Alors, une conclusion pour le bilan de la zone euro, 16 ans après la création de cette union monétaire, est-ce qu'on peut parler d'une Europe à deux vitesses ? À 2 ou à 3 ou même à 4. Ouais. Et on verra comment les choses vont se développer. Donc certainement, c'est la première très grande crise de l'euro. Mais je pense que comme il faut continuer à vivre, l'euro continuera à vivre avec ou sans la Grèce. Merci beaucoup, Dan Katarivas. Et cette crise grecque, on vient de le dire, pose la question de la désagrégation politique de l'Union européenne. Après ce référendum grec, un autre vote populaire est prévu cette fois au Royaume-Uni avant la fin 2017. Les Britanniques seront appelés à choisir entre un maintien ou une sortie de l'Union européenne. Après le Grexit, le Brexit, explication Ariane Ménage. Après avoir été posée aux Grecs, la question pourra prochainement être posée aux Britanniques. David Cameron a en effet promis à ses électeurs un référendum avant la fin 2017. Ils choisiront s'ils souhaitent rester en Europe. En attendant, les négociations entre le Premier ministre britannique et les dirigeants européens se multiplient. Cameron veut au préalable réformer le fonctionnement de l'Union, notamment en matière d'immigration et de souveraineté européenne. Des changements qui permettraient à la Grande-Bretagne de s'émanciper de certains traités européens. Aussi, en quittant l'euro, la Grande-Bretagne n'aurait plus à participer au budget européen, dénoncé comme trop lourd par une grande majorité de la classe politique. On ne restera pas sur un statu quo. Nous allons régler les problèmes qui ont tant frustré le peuple britannique. Ce sera une relation neuve et différente avec l'Union, plus profitable pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. Une adhésion basée sur nos intérêts nationaux actuels. Un Royaume-Uni dans l'Europe, mais pas dirigé par l'Europe. La possible sortie de l'Europe de la Grande-Bretagne avait été discutée déjà le mois dernier à Bruxelles, mais le cas britannique a ensuite été éclipsé par la crise grecque. Le Brexit pourrait bien revenir prochainement à la table des négociations. Cameron souhaite réformer pour obtenir une exception britannique. Il se heurte cependant aux dirigeants européens, pour qui une sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe serait un scénario catastrophe. La modification des accords sera sans aucun doute un sujet difficile. Je l'ai suggéré au gouvernement britannique. Nous devons d'abord faire des propositions sans se concentrer uniquement sur la modification des traités. Mais nous devons également discuter de quelles réformes sont réalisables sur le plan législatif ou administratif. A priori, David Cameron ne se prononcera pas pour un vote en faveur du Brexit, mais la menace qui pèse sur les dirigeants européens lui laisse une marge de manœuvre pour obtenir des réformes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de ce référendum en Grèce. Autre titre, je vous le disais, c'est le nucléaire iranien. Ce fut un nouveau long week-end de tractation à Vienne pour les négociateurs. Ce lundi marque le retour des hommes politiques. Ils espèrent conclure un accord historique d'ici à demain. Explication Léa Volbert. 9e jour de négociations à Vienne autour du nucléaire iranien. Très peu d'informations précises filtrent sur l'avancée du dossier. Seule certitude, les négociations doivent aboutir à un accord avant le 7 juillet.
Nous ne sommes pas arrivés encore au stade d'avancement auquel nous devrions être sur de nombreux sujets qui sont critiques. La vérité est que si je suis d'accord avec Zarif et que nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, à ce stade, la négociation ne penche pas encore envers une direction précise. Placer le programme nucléaire iranien sous contrôle international en échange d'une levée des sanctions économiques contre Téhéran, c'est tout l'enjeu de ces longues heures de tractation. Un texte de 20 pages avec 5 annexes, au total entre 70 et 80 pages pour régir la politique nucléaire de l'Iran. Les négociateurs planchent jour et nuit sur le dossier afin de présenter dans les prochaines heures un projet viable aux chefs des diplomaties de l'Iran et des 5+1 qui font depuis 10 jours des allers-retours fréquents entre Vienne et leurs pays respectifs. Seuls John Kerry et Mohammad Zarif sont sur place depuis le premier jour des pourparlers. Les deux hommes se sont rencontrés à 2 reprises ce dimanche. Laurent Fabius et ses homologues allemands, chinois, russes et britanniques sont attendus ce dimanche soir dans la capitale autrichienne. Comme depuis le début des négociations autour du nucléaire iranien en septembre 2013, Benjamin Netanyahou met en garde la communauté internationale. Pour le Premier ministre israélien, quel que soit l'aboutissement de cet accord, il ne peut qu'être dangereux pour l'État d'Israël. L'accord en cours d'élaboration va ouvrir la voie pour l'Iran à la production de très nombreuses bombes atomiques. Et il va également acheminer vers l'Iran des centaines de milliards de dollars qui serviront ses campagnes d'agression et de terrorisme dans notre région et dans le monde entier. Le 9 juillet prochain, soit 72 heures après la date butoir des négociations, le Congrès américain doit étudier le texte et se prononcer dans les 30 jours suivants. Évidemment, nous souhaitons arriver à un accord, mais je l'ai dit dès le début, nous voulons un accord qui soit juste et raisonnable et nous ne ferons pas de compromis sur les choses essentielles pour obtenir un accord à tout prix. Combien de temps le programme nucléaire iranien sera-t-il bridé ? Quelles seront les modalités et le périmètre des inspections internationales? À quel rythme les sanctions sur l'économie iranienne seront-elles levées? Autant de questions cruciales auxquelles il faudra répondre d'ici 2 jours. Et on retrouve en direct depuis Vienne notre envoyé spécial Léa Berdugo. Bonjour. Est-ce qu'un accord sera bel et bien, finalement, j'ai envie de dire, signé demain ? En tout cas, c'est ce que nous font entendre les différents ministres des Affaires étrangères. On l'a entendu, selon John Kerry, c'est le moment crucial où l'on va voir si oui ou non nous pouvons parvenir à un accord. Vous le voyez bien, il y a encore de la place au doute lors de ces négociations. Alors de leur côté, les Iraniens restent sur une position extrêmement ferme. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, eh bien, si les conditions ne sont pas satisfaisantes pour les Iraniens, ils quitteront Vienne, même sans accord. Mais selon certains experts avec qui nous avons pu nous entretenir, eh bien, les questions sont plus ou moins réglées. Il y aura bel et bien un accord dans les prochaines heures. Il reste encore, Léa, au stade actuel, des points d'achoppement ? Il en reste quelques-uns, mais plus sur des questions minimes au niveau technique. Il semble encore une fois que les différentes parties se soient accordées sur la question des inspections et également sur la question des sanctions. Alors maintenant, restent les détails minimes à régler. C'est ce que vont faire exactement maintenant les différents ministres des Affaires étrangères. On va leur soumettre une proposition d'accord qui a déjà été rédigée par les différents experts et diplomates présents ici au sein du Palais Cobourg. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, eh bien, ce serait un document qui compterait de 70 à 80 pages avec des propositions extrêmement détaillées. Donc nous allons voir le retour de ces différents ministres par rapport à cette proposition dans la journée ou encore demain. Merci Léa depuis Vienne. Et on s'arrête à présent sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou pour le Premier ministre israélien. On vient de l'entendre, eh bien, l'accord sur le nucléaire iranien est plus dangereux que l'organisation de l'État islamique. Dror, à l'approche de la signature de l'accord, Israël est de moins en moins rassuré.
Bien évidemment, et puis les propos tenus par Benjamin Netanyahou hier matin à la réunion hebdomadaire du gouvernement, on les a entendus plusieurs fois à de très nombreuses reprises. On sait à quel point le dossier du nucléaire iranien est l'un des chevaux de bataille de Benjamin Netanyahou. Et si, comme c'est probable tout de même, l'accord est signé demain, eh bien ce sera bien évidemment une très mauvaise nouvelle pour Israël, et pour Benjamin Netanyahou aussi à un niveau personnel. Mauvaise nouvelle parce qu'il considère il l'a dit hier, que lorsque les sanctions seront levées, eh bien l'économie iranienne redeviendra florissante et l'influence donc de l'Iran dans la région n'en sera que renforcée, que confortée. Et puis pour Benjamin Netanyahou, et il l'a redit hier, eh bien cet accord ne permettra pas un véritable contrôle des activités nucléaires militaires de l'Iran, qui pourra poursuivre son chemin vers la bombe. Mais encore une fois, s'il n'y a pas d'accord, c'est peu probable, mais admettons qu'il n'y a pas d'accord, eh bien là aussi Israël sera dans une situation difficile, parce que s'il n'y a pas d'accord, eh bien il n'y aura pas ou moins de mécanismes de surveillance des installations nucléaires de l'Iran, et l'Iran ne sera pas redevable à la communauté internationale, et elle n'en aura pas le droit, mais elle pourra tout de même poursuivre ses activités nucléaires. Donc quel que soit le scénario envisagé, la situation d'Israël sera délicate. Alors il y aura vraisemblablement signature demain d'un accord. Quelle sera alors l'attitude israélienne ? Eh bien, on pourrait imaginer que les services de renseignement israéliens vont redoubler d'efforts pour peut-être prouver que les Iraniens ne respectent pas les clauses de l'accord, mais peut-être que l'une des dernières cartouches en fait d'Israël, c'est la bataille des opinions publiques. Et on va voir justement un petit film, et le message est très clair, vous allez voir. Islamic State sweeps through the Middle East, killing anyone who isn't exactly like them. Imagine how dangerous Islamic State would be if it had armored divisions, fighter jets, and ballistic missiles. Imagine Islamic State building atomic bombs. Well, maybe it's not that hard to imagine. The Islamic State of Iran, like ISIS, just much bigger. Voilà, c'est très clair. Donc ça vient bien évidemment du ministère israélien des Affaires étrangères. L'État islamique est égal la République islamique. Simplement, la République islamique de l'Iran a davantage de moyens que l'État islamique. On verra si cette bataille des opinions publiques est gagnée. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, en tout cas dans les opinions publiques occidentales. Opinion publique iranienne également, qui se prépare à la signature de cet accord. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Zarif, lance des appels à son peuple. Oui, bien évidemment. Et là aussi, c'est crucial. On en parle moins, on en sait moins, mais il y a une bataille des opinions publiques également en Iran même, puisque les ultra-conservateurs sont opposés à l'accord en gestation. De quoi ont peur les conservateurs en Iran? Qu'avec la levée des sanctions et l'arrivée en masse des investisseurs occidentaux en Iran, l'influence occidentale se fasse sentir également dans les mœurs, dans l'opinion publique, et que donc la mainmise des conservateurs sur le système politique même iranien en soit en devienne moins réelle qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Il y a une véritable bataille de l'opinion publique en Iran même, la crainte d'une influence occidentale qui se fait ressentir déjà dans la société iranienne s'exprime de plus en plus dans ce que l'on peut appeler la droite ou l'extrême droite iranienne. Merci beaucoup Dror. À suivre, la dernière née des Cambridge, la petite princesse Charlotte, a été baptisée hier dans la plus pure tradition monarchique. Guest list, tenue vestimentaire et Pippa Middleton qui n'est toujours pas marraine. On vous dit tout après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Restez avec nous, ne bougez pas. Pas vu. Direction la Tunisie à présent, où le danger terroriste est estimé trop grand pour maintenir le régime tel qu'il est. Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a décrété samedi l'état d'urgence 10 jours après l'attentat de Sousse. La situation est telle, estiment les spécialistes, qu'une nouvelle attaque ferait flancher le pays. Léa Volbert. L'enquête sur la tuerie de la plage de Sousse en Tunisie se précise. Le Premier ministre tunisien Habib Essid a annoncé ce dimanche que l'auteur de l'attentat travaillait auparavant dans le tourisme. Il y travaillait en tant qu'animateur, un jeune Tunisien de 23 ans, étudiant en master, inconnu des services de police, qui a pourtant agi au service de l'État islamique. Dans une interview accordée ce dimanche au Sunday Times, sa mère le décrit comme une victime de personnes qui l'auraient drogué, qui lui auraient lavé le cerveau. Elle affirme ne pas reconnaître son fils dans cet acte.
Plusieurs jours après la sanglante attaque sur la plage de Sousse, les autorités tunisiennes ont reconnu des défaillances sécuritaires. Le gouverneur de Sousse a été limogé, ainsi que plusieurs responsables des forces de l'ordre. Pendant ces 29 prochains jours, les Tunisiens vivront en état d'urgence. Nous avons donc décidé, après avoir consulté le président du Parlement et le Premier ministre, de décréter l'état d'urgence sur tout le territoire pendant 30 jours. L'état d'urgence accorde des pouvoirs exceptionnels aux forces de l'ordre. Il permet aux autorités de contrôler la presse, d'interdire les grèves ou les réunions de nature à provoquer le désordre, selon la législation. Vous savez, il y a plusieurs raisons. Il y a la menace terroriste qu'on ne pourra pas enrayer uniquement avec l'état d'urgence en donnant plus de pouvoir à l'armée tunisienne. Beji Caïd Essebsi a immédiatement tenté de rassurer le peuple tunisien en assurant que la liberté d'expression ne serait en rien remise en cause. Il a néanmoins évoqué les revendications insistantes de ces derniers jours et les grèves qui se multiplient. Des grèves qu'il considère comme de la désobéissance civile. Ça ne m'affectera pas, ce sera même plutôt positif. Ça rendra la situation plus calme en Tunisie. Si on en a besoin, il faut le faire. Ce qui arrive en ce moment est très grave. Nous avons des problèmes en Libye, le terrorisme grandit en Tunisie. Dans plein de pays, ce genre de mesure a déjà été prise. Les Tunisiens sont pour le moins habitués à vivre en état d'urgence. La mesure avait déjà été instaurée en janvier 2011 pendant le printemps arabe, puis régulièrement renouvelée pendant 3 ans, jusqu'à être définitivement levée en mars 2014. La fusillade sur la plage d'un hôtel de la ville balnéaire a coûté la vie à 38 personnes, dont 30 Britanniques. Les corps de plusieurs victimes ont déjà été rapatriés en Grande-Bretagne. Le Premier ministre David Cameron a annoncé ce dimanche la création d'un mémorial dédié aux 30 victimes. L'attaque terroriste de Sousse est la plus meurtrière pour la Grande-Bretagne depuis les attentats du 7 juillet 2005 à Londres. Voilà, et on va revenir à la Tunisie dans un instant, mais avant cela, cette information de dernière minute. Le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, vient d'annoncer sa démission par son site internet. On va retrouver tout de suite Johanna Citruc, notre envoyée spéciale à Athènes. Comment expliquer ce choix de ce ministre ? Oui, on vient de l'apprendre. Donc, le ministre grec des Finances vient d'annoncer sa démission. Une décision donc plutôt inattendue, plutôt surprenante, étant donné que le non l'a emporté au référendum, que c'était ce que voulait Alexis Tsipras, ce que voulait le gouvernement. Ça faisait une semaine que le Premier ministre donc appelait son peuple à voter non, non contre les dernières propositions des créanciers et non contre les nouvelles mesures d'austérité. Donc c'est vraiment l'incompréhension face à cette décision. Autre démission hier soir, celle d'Anthony Samaras, donc de l'ancien gouvernement grec. Je reviens vers vous dès que j'ai plus d'informations au sujet de la démission du ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Voilà, Yanis Varoufakis qui, par sa décision, merci Johanna, a peut-être tenu à critiquer les créanciers. On se souvient de cette déclaration de ces derniers jours. Le ministre avait qualifié les Européens de terroristes et avait qualifié leur stratégie de chantage. Il s'en est pris souvent violemment aux équipes de négociation à Bruxelles. Il avait toutefois assuré sa volonté de rester dans la zone euro. Voilà pour cette démission de Yanis Varoufakis, qui était en première ligne de ce combat grec ces derniers mois, personnage haut en couleur, beaucoup critiqué également à Bruxelles. Et voilà qu'après la victoire du non, il annonce donc ce matin sa démission. Nous reviendrons évidemment sur cette information. Allez, direction la Tunisie à présent. On y était il y a un instant. Vous le savez, l'homme responsable de l'attentat à Sousse était passé par la case Libye. Il s'y était entraîné, tout comme le terroriste
terroristes responsables de l'attaque du Bardo. La Libye, séparée de la Tunisie par une frontière poreuse, est plongée dans le chaos et est devenue un pôle d'attraction pour les groupes djihadistes. Cyril, ils reçoivent en Libye un entraînement. Et oui, la connexion libyenne se confirme, vous l'avez dit, l'enquête en cours permet dorénavant d'affirmer que Saifeddine Rezghi, l'auteur de l'attentat de Sousse, s'était formé au maniement des armes en Libye, dans un camp précisément en Libye, tout comme les deux terroristes de l'attentat contre le musée du Bardo, Saber Kashnaoui et Yassine Abidi. Les trois terroristes auraient séjourné dans la ville de Sabrata, on va la voir sur la carte. C'est une petite ville qui se trouve au nord-ouest de la Libye et qui se trouve donc à proximité de la frontière avec la Tunisie. Un camp d'entraînement d'Ansar al-Sharia s'y trouverait. Voilà, la ville de Sabrata, on la voit apparaître à l'écran, donc tout proche, quelques dizaines de kilomètres à une soixantaine de kilomètres de la frontière tuniso-libyenne. Voilà donc où se seraient entraînés les trois terroristes auteurs donc respectivement de l'attentat contre le musée du Bardo et de l'attentat de Sousse. Est-ce qu'on sait que font ces Tunisiens exactement en Libye? Rappelons un chiffre, 3000, c'est le plus gros contingent de djihadistes tunisiens engagés dans le djihad en Syrie et en Irak, et plusieurs centaines seraient donc de retour vers leur Maghreb d'origine, vers leur Afrique d'origine, pour rejoindre donc la Libye. C'est un véritable défi sécuritaire pour la Tunisie, qui partage, comme on va le voir sur cette carte, une longue frontière, particulièrement poreuse donc avec la Libye, ce qui représente donc un véritable danger sécuritaire pour la Tunisie. D'autant que la Libye, on le sait, n'est pas vraiment un havre de paix politique. Oui, parce que depuis l'intervention franco-britannique de 2011 et la chute de Muammar Kadhafi, eh bien, la Libye est plongée dans le chaos. Un seul chaos, mais deux gouvernements rivaux, on va le voir sur cette carte, ce qui rend la tâche d'autant plus difficile pour la Tunisie, parce que comme on le sait, c'est le gouvernement libyen qui a le contrôle du littoral libyen, justement du littoral occidental. C'est le gouvernement de l'aube de la Libye qu'on voit sur cette carte. Or, la Tunisie n'a pas de lien formel avec ce gouvernement, mais comme la communauté internationale, elle a des liens avec le gouvernement, le rival de Tobrouk et Beida, qui contrôle plus l'est de la Libye. Donc ce qui rend difficile la tâche au gouvernement tunisien pour essayer de contrecarrer la menace terroriste en provenance de la Libye. Puis une autre difficulté, Barbara, qu'on retrouve aussi dans le Sinaï, et la difficulté égyptienne à lutter contre le terrorisme dans la péninsule du Sinaï, c'est la forte dissidence finalement des habitants du sud de la Tunisie, une population qui a souvent été marginalisée, dont la défiance vis-à-vis du pouvoir central est de plus en plus grande, une population qui a toujours eu le sentiment d'être marginalisée, d'être laissée pour compte, d'être des citoyens de seconde zone, aussi bien dans l'accès à l'emploi, ils se sentent discriminés, que dans l'appareil sécuritaire régional comme la police ou l'armée. C'est sur ce terrain de frustration, on le sait, que les djihadistes préfèrent recruter. Merci beaucoup Cyril. Voilà pour la Tunisie. Un mot de sport également dans cette édition. On va parler du Tour de France dans un instant. Mais avant cela, en bref, sachez que les États-Unis ont remporté cette nuit la Coupe du Monde féminine de football. Pour la troisième fois de leur histoire, les Américaines ont battu le Japon 5-2 en finale. C'était donc cette nuit à Vancouver au Canada. Montées en puissance tout au long du tournoi, les Américaines sont désormais championnes du monde et championnes olympiques. Et puis le mois de juillet a officiellement démarré, et avec lui, ses longues siestes, ses citronnades et surtout le Tour de France. Si vous n'êtes pas adepte, on vous donne tout de suite au moins 3 bonnes raisons de suivre le Tour cette année. Rudy, c'est à vous. Oui, alors quand j'étais ado, j'adorais le Tour de France, son folklore, ses paysages, son ambiance, mais surtout ses exploits. Et puis un jour, le drame, j'ai appris que... Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Voilà, ma passion pour le cyclisme. Terrible. Ma passion pour le cyclisme avait alors pris un coup, et pourtant 17 ans après l'affaire Festina et l'âge d'or du dopage, si on peut dire ça, j'ai décidé de me réconcilier avec le Tour de France. Je vais vous dire pourquoi. 3 raisons. Déjà parce qu'on peut s'attendre à un tour propre. En 2014, c'était le cas. Les 719 contrôles antidopage effectués sur le Tour 2014 ont été négatifs. Il faut donc pour les téléspectateurs tourner cette page du dopage. Et c'est ce que demandent les coureurs, car ils disent payer médiatiquement le prix de ces
les dérives des années 90-2000. Il dénonce en fait le côté bouc émissaire du cyclisme. Il faut savoir que l'Agence française de lutte contre le dopage révèle que le cyclisme et l'athlétisme sont les sports les plus contrôlés et que dans le cyclisme, les contrôles positifs ne font que baisser par rapport à d'autres sports. Donc il faut enlever cette image. Voilà, un tour propre avec seulement le sport cette année, on l'espère. Et puis on ne le répétera jamais assez, le tour, c'est du spectacle et des paysages. C'est du spectacle et des paysages, c'est une grande fête. Le patrimoine, on apprend énormément de choses en regardant le Tour de France. C'est un spectacle télévisuel rare, unique. Alors on a vu cette année, on a la chance de voir les côtes hollandaises pour la première semaine, en passant par les Alpes, les Pyrénées et la beauté de Paris. C'est une carte postale unique de la France. C'est donc un spectacle qui est renforcé aussi cette année par des caméras embarquées. Vous savez, les fameuses GoPro. Eh bien, il y aura 8 caméras sur les vélos, sur les coureurs. Regardez ce que ça donne, c'est spectaculaire. Ah oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal, c'est impressionnant. Encore, il s'en est bien sorti. Alors voilà, et les organisateurs ont vraiment aussi cette année travaillé le parcours pour qu'il soit spectaculaire du début à la fin. Généralement, la première semaine est marquée par les étapes dites de plaine, les étapes de sprinter où on s'ennuie un peu. Eh bien, cette année, dès le début, ça monte, ça descend. Il y a des pavés et il y a des rebondissements dès la première semaine. Dernier argument, cette année, beaucoup de suspense. Oui, cette année, bien malin sera celui qui pourra dès aujourd'hui nous donner le nom du vainqueur. Alors l'année dernière, suite à de nombreux abandons, c'est Vincenzo Nibali, le Colombien qui avait survolé le Tour. Et bien cette année, ils sont 4, vous les voyez, à prétendre briguer le maillot jaune à Paris. Donc le vainqueur de l'année dernière, Vincenzo Nibali, bien sûr, Nairo Quintana, Chris Froome et Alberto Contador. À noter en bonus que pour la première fois dans ce Tour, on verra une équipe africaine, une équipe sud-africaine, la MTN Kebuka, preuve que le Tour de France a bien évolué et mérite cette année d'être regardé. On le regardera. Merci beaucoup, vous m'avez convaincu, Rudy. Hier, grand jour pour les fans de la royauté britannique. La petite princesse Charlotte, 4e dans l'ordre de succession au trône, a été baptisée. Betsabé, je veux tout savoir. Alors, vous pensiez que l'événement du week-end, c'était le référendum en Grèce. Eh bien, vous êtes en partie à côté de la plaque. Et non, l'événement pour les Britanniques, c'était le baptême de la petite Charlotte. Événement, que dis-je? Événement royal. Comprenez, on se contrefiche de l'aspect religieux de la cérémonie. Non, ce qui est dingue, c'est qu'hier, William, Kate, Petit George et Charlotte, donc âgés de 9 semaines, eh bien, sont apparus en public, tous ensemble, pour la première fois. Barbara. Quelle poussette, dis donc. Alors, une cérémonie qui est restée pourtant très privée. Oui, c'est resté extrêmement intime. Hein. Pas de badaud. Vous ne trouviez dans l'église Sainte-Marie-Madeleine que des rois, des reines, accessoirement la reine Elisabeth, 89 ans, des princes, des princesses. Mais comme le duc et la duchesse ont un grand cœur, ils ont permis d'accueillir les admirateurs, ce sont les termes du communiqué de Kensington, dans la cour devant l'église. Et puis, discrétion oblige, Barbara, le photographe Mario Testino a été désigné comme the photographe officiel. Testino, ce n'est que Vanity Fair, Vogue, Kate Moss et j'en passe. Rien de moins. Intime donc et modeste aussi, le curé du coin devait être occupé hier. Du coup, eh bien, le baptême a été pris en charge par l'archevêque de Canterbury, accessoirement chef spirituel des Anglicans. Grande simplicité aussi, question parrain, marraine. Oui, seulement 5, elles se sont calmées. Avec Georges, c'était 7. Et puis à propos de marraine, cette gaffe passionnément relevée par toute une flopée de médias, en dépit des pronostics, eh bien Pippa, la sœurette de Kate, n'en fait pas partie. Si vous voulez mon avis, ça chauffe entre les deux filles. Entre les deux sœurs, possible. Alors, excepté cette simplicité de la cérémonie, on retient quoi d'autre? Alors, c'est difficile de faire le tri tant les détails sont bouleversants. Barbara, j'ai finalement retenu eh bien, le look des protagonistes, comme la tenue vestimentaire de Kate, relevée par Gala, robe Alexander McQueen, manteau Jane Taylor, des grands noms de la haute couture qui n'ont pas empêché certains de commenter que la duchesse donnait l'impression d'avoir une dragée sur la tête. Charlotte a eu droit à la robe de baptême qui se refile dans la famille depuis des lustres. Tenue Rachel Riley pour le petit George qui a eu plus de chance. Alors en soi, rien d'extraordinaire. Sauf que c'est l'occasion pour moi de rassurer ceux qui craignent avoir des hallucinations. C'est bien la quasi-copie de l'ensemble que portait William il a 30 ans quand le petit prince Harry est né. Et oui, ça manque de modernité. Un dernier détail qui montre la grande classe de la famille royale. Regardez Barbara, la photo plein pot du Daily Mail. Regardez la poussette. Qu'est-ce que vous voyez Barbara?
Regardez les roues, elles sont blanches et oui, assorties à la robe de Kate et bien trop propre pour avoir jamais été utilisée. Autant dire que la petite Charlotte, à mon avis, c'est en brouette ou dans une tout-terrain qu'elle fait ses balades. Merci beaucoup. Betsabé, me voilà rassurée. On se quitte pour un nouveau journal. Juste avant, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Malgré la victoire du non au référendum grec, eh bien, le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a annoncé sa démission. Il était en première ligne des négociations. Voilà, on tente évidemment dans les heures qui viennent de comprendre ces décisions surprenantes. Mais tout de suite, le point sur l'actu avec Eleanor Veil. Sur le plateau du Morning, on poursuit avec cette information. Yanis Varoufakis, le ministre des Finances grec, a donc annoncé il y a peu sa démission. Minister no more, c'est par ce tweet lapidaire que le singulier ministre des Finances a donc annoncé qu'il quittait le gouvernement. Dans un communiqué, il explique avoir été informé que certains membres de la zone euro estiment qu'il n'est plus le bienvenu aux réunions des ministres des Finances et que sa démission a été jugée opportune par le Premier ministre Tsipras en vue de la conclusion d'un accord. On va tenter... Voilà, on va en parler avec vous. Angélique Kourounis, vous nous rejoignez en direct depuis Athènes. Angélique Kourounis, qui est journaliste grec, qui va nous rejoindre dans quelques secondes pour tenter de comprendre, de décrypter cette démission surprise du ministre grec des Finances au lendemain du non au référendum. Angélique, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que la démission du ministre des Finances prouve que cette fois, le gouvernement de Tsipras va tout faire pour trouver un accord ? Oui, il faut prendre cette démission pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un geste de bonne volonté de la part d'Alexis Tsipras, qui, hier, alors que sa victoire était éclatante, 61,3%, n'est pas venu place de la Constitution faire la fête avec les milliers de Grecs qui ont dansé une bonne partie de la nuit, mais dès l'annonce définitive des résultats, c'est-à-dire aux alentours de 20h30, 21h heure locale, il a téléphoné à François Hollande, le président français, pour trouver une solution, entamer les négociations. Et il a également appelé tous les tenants et les aboutissants du dossier à Bruxelles pour essayer de voir comment, dès aujourd'hui, la situation pourrait être dénouée. Il faut savoir que le Premier ministre s'est engagé à trouver une solution dans les 48 heures. C'est ce pourquoi les Grecs l'ont élu, c'est pourquoi les Grecs ont supporté le non. Et la situation était un peu bloquée avec la présence de M. Varoufakis, parce que M. Varoufakis, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter, qui démonte très facilement les théories libérales. Il était là pour faire un travail, ce travail semble accompli. Alors, Varoufakis, il a spécifié que c'était un geste pour aider Alexis Tsipras. Alors Varoufakis, il faut le dire, vous le dites, c'est un économiste, mais c'est aussi un personnage haut en couleur. On le connaît à bord de sa moto. C'est un ministre qui ne mâche pas ses mots. On se souvient de cette déclaration où il a traité les créanciers européens de terroristes il y a quelques jours en parlant de chantage. Il s'était montré extrêmement dur face aux Européens à Bruxelles. On ne veut plus de Varoufakis ? Alors, il était connu en Grèce bien avant d'être connu dans le reste de l'Europe, et pas parce qu'il circulait en moto avec une chemise en dehors de son pantalon, mais parce que c'était un économiste et qui, dès le début, en 2010, avait dit que la Grèce aurait dû faire défaut et certainement pas prendre les prêts qu'elle a fait parce qu'elle ne pouvait pas les rembourser. Il avait une explication économique, d'ailleurs c'est un prof d'économie, un professeur qui enseignait à l'université, où il défendait ses thèses, et c'est pour défendre ces thèses-là qu'il a été... qu'il s'est rapproché d'Alexis Tsipras, un ami personnel, et qui est entré au gouvernement. Oui, à Bruxelles, on l'aime pas du tout, mais justement, parce que c'est un économiste et qu'il ne s'en laisse pas compter. Quand on lui dit qu'il n'y a pas d'autre solution que les théories libérales, lui, ici, il y en a une et il démontre lesquelles. Et ça plaît pas. Mais ce qu'il faut prendre, c'est qu'il a fait marche arrière pour laisser libre champ à Alexis Tsipras. C'était, je répète, son ami personnel, et c'est ce qu'il explique d'ailleurs sur son blog. Le non a été adopté. Et maintenant, il y a 48 heures pour trouver une solution. Et si ça peut faciliter sa solution, lui, son but n'était pas de faire de la politique dans la vie. Il était connu avant ça, mais je pense qu'il restera bien après.
Merci beaucoup Angélique Kourounis. Voilà, on va peut-être revoir en image ce tweet lapidaire du ministre des Finances grec, Varoufakis, voilà, qui tweet donc il y a quelques instants, Minister no more, pour annoncer sa démission au lendemain du non au référendum grec, un geste qu'il fait pour aider son gouvernement, son ami personnel, le Premier ministre Tsipras, en vue de trouver cette fois un accord avec les créanciers. On parle d'autre chose à présent, les territoires perdus de la République. C'est une expression qui a connu un certain succès. Elle est aujourd'hui encore utilisée fréquemment pour décrire certaines banlieues dans les grandes villes françaises où l'islamisme, l'antisémitisme et le sexisme se propagent aux dépens des valeurs promues par la République. Voilà, on est en direct, vous le voyez derrière moi, cette grue qui s'agite. C'est comme ça, on va essayer de rester concentré. Alors, Dror, les territoires perdus de la République, on en parle avec vous à l'origine. C'est le titre d'un livre qui n'avait pas connu son succès au moment de son édition, mais il est réédité aujourd'hui et là on en parle. Oui, c'est-à-dire qu'il avait connu un certain succès de librairie, mais par contre dans les grands médias, eh bien, l'apparition de ce livre en 2002, la première apparition du livre en 2002 avait été passée sous silence. Alors, c'est quoi le territoire perdu de la République? Et effectivement, l'expression a connu un succès peut-être plus grand que le livre lui-même. Eh bien, l'initiative en revient à un historien, Georges Bensoussan, directeur du mémorial de la Shoah à Paris, historien lui-même, et qui constate que régulièrement, quotidiennement, eh bien, il reçoit des témoignages de professeurs dans le secondaire, dans les zones dites difficiles, qui éprouvent les plus grandes difficultés à enseigner la Shoah, justement, mais également d'autres parties du cursus scolaire qui ont un rapport plus ou moins lointain avec l'histoire du peuple juif, mais également dans d'autres domaines, pas seulement l'histoire, et des domaines qui ne sont pas forcément liés à l'histoire du peuple juif ou à l'antisémitisme, des domaines qui sont liés à la rationalité, à l'enseignement de la philosophie des Lumières. Eh bien, de plus en plus de professeurs sont confrontés à des difficultés de plus en plus grandes, et c'est là que Georges Bensoussan a l'idée, eh bien, de publier un livre autour des témoignages de plusieurs enseignants du secondaire. La plupart d'ailleurs à l'époque vont préserver l'anonymat pour des raisons qu'on peut comprendre. Ce livre a connu une première réédition en 2004 et là une nouvelle en 2015 avec une postface inédite de M. Bensoussan. Alors justement, pourquoi cette réédition 13 ans plus tard? C'est à cause de l'actualité? Oui, Georges Bensoussan dit qu'en 2002, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly étaient collégiens. Et que donc les travers, les dérives dénoncées par les professeurs dont les témoignages étaient recueillis dans ce livre, eh bien, ont donné les tragédies qu'on sait, et que la France est rentrée bien évidemment dans une toute autre phase qui justifie peut-être la réédition de ce livre. Et il faut insister encore une fois sur le fait que le livre, à l'époque, en 2002, avait été plutôt mal accueilli par tout ce que l'on appelait à l'époque l'intelligentsia de gauche en France, alors que, et c'était là le paradoxe, les professeurs du secondaire, sociologiquement, eh bien, c'est un milieu très proche de la gauche française. Aujourd'hui, on est plus apte à écouter ce message? Peut-être qu'effectivement, les événements tragiques, la vague d'attentats a pu ouvrir certains esprits en France, mais Georges Bensoussan, dans un entretien donné à Martine Gozlan, notre consoeur de l'hebdomadaire Marianne, se montre plutôt pessimiste. Et, il a l'impression que les esprits en France sont encore prisonniers de certains réflexes idéologiques qui ne leur permet pas véritablement d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité. Il y a cette crainte d'être qualifié de raciste, d'islamophobe, cet appel au refus de l'amalgame qu'on a entendu maintes et maintes fois, et qui fait que bien des fois, encore aujourd'hui, on a du mal à appeler un chat un chat, en fait. Merci beaucoup. On reste en France et on en vient à cette bonne nouvelle pour le tourisme. Les traditions viticoles de la Champagne et de la Bourgogne ont été distinguées ce week-end par l'UNESCO. Elles font désormais partie du patrimoine mondial de l'humanité, ce qui devrait donc propulser le nombre de visites dans ces régions françaises. Regardez. C'est officiel, les caves, les coteaux et les maisons de Champagne appartiennent désormais au patrimoine mondial de l'humanité. Les climats des vignobles français de Bourgogne font également partie des nouveaux ajouts à la liste de l'UNESCO. Réunis à Bonn en Allemagne ce week-end, l'UNESCO a finalement accepté la candidature du patrimoine viticole français.
Une sélection réalisée selon de nombreux critères, entre autres représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain, apporter un témoignage exceptionnel sur une tradition et contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation de la diversité biologique. Selon l'UNESCO, les coteaux et les caves de Champagne correspondent au lieu où fut développée la méthode d'élaboration des vins effervescents grâce à la seconde fermentation en bouteille depuis ses débuts au XVIIe siècle. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, a qualifié cette décision de consécration pour ces deux régions. La candidature française a en effet reçu l'appui de nombreux pays lors de la réunion de ce week-end, comme le Japon ou encore le Liban. Cette décision porte à 41 le nombre de biens français reconnus au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, en direction Israël, où on profite également des grandes vacances. Mais la fin d'année a été plutôt mouvementée. Pour les écoliers, bon nombre d'enfants et leurs parents ont clos l'année scolaire tout simplement par une grève. Ils tentent, en vue de la rentrée, de faire diminuer le nombre d'élèves dans les classes, qui peut parfois culminer dans le pays à 40. La révolte des sardines, c'est un reportage de Lise Barenbaum et on en parle juste après. La fin de l'année scolaire ne se déroule pas sans encombre en Israël. Les parents de quelques 70 villes à travers le pays ont gardé leurs enfants du primaire à la maison et organisé des manifestations devant les écoles. La conséquence d'une protestation qui couve depuis longtemps contre le surpeuplement des classes. Des manifestations ont eu lieu à Herzliya, Holon et d'autres devraient suivre à Ramat HaSharon, Jérusalem, Ramat Gan, Tel Aviv et Rehovot. Sous le nom de protestation des sardines, les parents exigent que le ministère de l'Éducation s'engage à maintenir des classes de 32 élèves au maximum et se plaignent d'une surpopulation dans certaines écoles accueillant jusqu'à 40 élèves par classe. Dans notre classe, nous sommes 39 élèves, dans une classe pleine. Les filles parlent tout le temps, les garçons aussi, on n'entend rien, on n'entend pas le professeur, c'est très difficile. Le professeur ne peut pas toujours donner les conseils qu'il faut parce qu'elle doit s'occuper de 38 autres élèves. Nous avons beaucoup plus de devoirs parce que le professeur ne peut pas tout nous enseigner en classe. Je dois faire beaucoup d'efforts à la maison et tout comprendre par moi-même. La grève a eu lieu à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, à Beersheva et dans plusieurs autres localités. Yitzhak Menachem, chef du comité des parents de Guédéra au centre d'Israël, a accusé les responsables éducatifs de tromper les parents en refusant d'appliquer les réformes promises. Malgré l'arrivée des vacances d'été, les parents ont menacé de poursuivre la grève jusqu'à la fin de l'année scolaire et de contrecarrer l'ouverture de la prochaine année si leurs demandes ne sont pas satisfaites. L'ancien ministre de l'Éducation est inquiet. Aujourd'hui, dans un monde, on ne parle pas de la taille des classes. C'est un sujet des années 80. Aujourd'hui, on parle du ratio professeur-élève. Peut-être que 2 professeurs pour une classe, c'est la solution, mais ça prendra des années. Construire des classes plus grandes prendra 10 ans et coûtera 8 milliards de shekels. Le ministre de l'Éducation actuel, Naftali Bennett, a déclaré que la question est à l'ordre du jour, mais que sa résolution prendrait du temps. Le comité ministériel de législation votera le soutien d'un projet de loi imposant un maximum de 32 élèves par salle de classe. La proposition a déjà été émise à la Knesset 9 fois auparavant, mais n'est jamais passée. Maurice, les élèves sont-ils vraiment rassemblés comme des sardines dans les classes israéliennes ? Vous l'avez entendu, Barbara, il y a des classes où on trouve 39 et parfois même 40 élèves. Alors c'est vraiment une boîte de sardines, comme le disent certains enseignants. Mais il faut dire que le problème est à la fois local, il est ressenti surtout dans les grandes localités du pays. Vous avez entendu à Tel Aviv, Haïfa, Beersheva, Hadera, mais c'est aussi sectoriel. Il faut dire que dans les établissements d'éducation laïque, il y a 12% des classes qui ont plus de 33 élèves, alors que dans les établissements religieux, il n'y a que 5% des classes où il y a plus de 33 élèves. Alors les parents d'élèves réclament un plafond à 32, un objectif somme toute modeste, puisque, vous allez le voir sur ce graphique, la moyenne en Israël est de 29 élèves par classe. Nous sommes classés en 29e position sur les 34 pays de l'OCDE. Alors l'OCDE, sa moyenne, vous le voyez, c'est de 21 à 22 enfants par classe. On est vraiment juste au-dessous de la Chine et du Chili. Par contre, on est un peu au-dessus, en dessous de l'Allemagne, l'Italie, la Grèce. Alors la Grèce, c'est le pays de rêve pour les élèves. Ils ne sont que 17
17 par classe. Et on sait à peu près qui a dû financer cette situation. Service public en Grèce également, la ligne de mire des négociations avec au moins un bon point pour les élèves. Est-ce que cette surpopulation dans les classes en Israël, c'est le seul problème du niveau d'enseignement? Non, ce n'est pas le seul problème. En vérité, pour le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, c'est vraiment même pas le problème. Son problème, c'est les jardins d'enfants où il veut investir énormément de budget supplémentaire. Et par contre, il y a 3 domaines sur lesquels on doit juger l'éducation. Ce sont les dépenses par élève. Et vous voyez que la moyenne de l'OCDE, c'est 9 500 $ d'investissement par an et par élève. En Israël, nous n'en sommes qu'à 7 500 $. Le pays champion de l'investissement dans l'éducation, c'est les États-Unis avec 13 000 $ par an et par élève. La France vient tout de suite après avec 11 000 $. Alors, il y a aussi la question du salaire des enseignants. La moyenne de l'OCDE, c'est 30 000 $ par an pour un enseignant. Israël est en 20e position pour le salaire des enseignants avec un salaire moyen de 19 000 $ par an, ce qui est vraiment très peu. On est juste après la France avec 24 000 $ par an, la Suisse 49 000 $ par an et le Luxembourg, c'est le rêve, 52 000 $ par an. Alors il y a un point sur lequel Israël finalement se débrouille pas mal, c'est le nombre d'heures de cours par an. La moyenne de l'OCDE est de 7 500 heures de cours obligatoires par an. Israël se trouve à peu près à 8 500 heures de cours. Vous voyez, les vacances, on parle beaucoup, il y a beaucoup de congés en Israël. Finalement, il y a aussi beaucoup d'heures d'éducation. Nous sommes dans la 5e place sur le classement de l'OCDE, après l'Australie, la Colombie, l'Espagne et les États-Unis. La France, il faut le relever, est en 10e place avec 8 200 heures annuelles d'enseignement. Merci Maurice. Allez, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, c'est l'été, vous le savez, et bizarrement, il crée chaque année son lot de sports plutôt originaux, voire incongrus, jouer aux échecs en boxant, remplacer l'océan par de la boue ou encore du sumo version bébé. Toutes les images après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning. On démarre par ce documentaire. Des caméras sont actuellement en train de suivre les entraînements du roi français du saut à la perche. Renaud Lavillenie se prépare pour les Jeux de Rio. Et derrière la caméra, le réalisateur Cédric Clapiche. Regardez. Au milieu des volcans d'Auvergne, le champion olympique de saut à la perche s'élance devant la caméra de Cédric Clapiche. Le réalisateur a commencé le tournage de son nouveau projet, un documentaire sur le champion olympique Renaud Lavillenie. Les 2 hommes s'étaient déjà rencontrés à Donetsk alors que Lavillenie bat le record du monde, franchissant une barre à 6,16 mètres de hauteur. Un exploit qui donne naissance au film de 26 minutes Élévation, diffusé sur Canal+. Cette fois-ci, le réalisateur des poupées russes entend montrer plus qu'une performance sportive. C'est aussi le quotidien d'un grand champion qu'il souhaite capturer. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit que 15 jours plus tard, il allait aller en Ukraine, à Donetsk, et que c'était un moment important pour lui. Et j'ai compris qu'il fallait aller à ce rendez-vous, et c'est là qu'il a passé le record du monde de saut à la perche. Donc il y a eu une espèce de rencontre un peu rapide et qui était vraiment très intuitive et un peu magique, à vrai dire. Le réalisateur pratiquait lui-même cette discipline pendant sa jeunesse. Il souhaite faire découvrir un sport plutôt méconnu. Le tournage lui permet de retrouver ses vieux rêves de compétition, une connaissance du milieu que le champion olympique apprécie énormément. Il connaît la discipline, il sait les contraintes, et donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis à côté de ça, il a un angle et une vision différente. Moi je sais que chaque fois que je fais un peu de vidéo, ce genre de choses, il y a des angles de vue qui sont plus intéressants que d'autres, et là où je dirais un réalisateur non athlète va pas avoir le même ressenti, et donc du coup là-dessus c'est très intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils seront drôles. Pendant un an, le cinéaste suivra Renaud Lavillenie et capturera son quotidien, sa préparation pour les prochains Jeux olympiques. Le documentaire devrait être diffusé sur France Télévisions avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio. Rendez-vous le 5 août, l'été prochain.
Et on parle cinéma. La semaine dernière, Universal publiait via Twitter la bande-annonce du biopic de Steve Jobs. Laetitia, ça a fait sa petite impression. C'est vrai, tout à fait. Il y a quelques mois, on avait déjà eu un premier teaser pour ce film sur Steve Jobs avec Michael Fassbender derrière les lunettes du cofondateur emblématique de la marque à la pomme. Et puis, Danny Boyle derrière la caméra. Ça promet vraiment. On regarde ça tout de suite en images. Musicians play their instruments. I play the orchestra. I'm begging you to manage expectations out there. You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's be no one left for it to say hello to. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. You're issuing contradictory instructions, you're insubordinate, you make people miserable. Even if that were true, doesn't sound that diabolical to me. We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave. If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're gonna end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm gonna sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Fix it. Ladies and gentlemen, please welcome. C'est pas le premier biopic sur Steve Jobs. Oui, mais la différence avec le premier biopic qui a existé, c'est non seulement le casting A-list, Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen et le réalisateur aussi très A-list Danny Boyle, qu'on a connu avec Slumdog Millionnaire notamment. Et puis là, Steve Wozniak, qui est le cofondateur d'Apple, a été consultant pour ce scénario qui a été écrit par, excusez-moi, Aaron Sorkin, qui était le scénariste oscarisé du Social Network. Et puis Wozniak a très rapidement réagi à cette bande-annonce, plutôt dans l'ensemble, une réaction dans l'ensemble positive. Il n'a pas hésité à rappeler tout de même que le film prend certaines libertés avec l'histoire officielle, du moins celle qu'il a vécue. Il avait fortement, Wozniak, critiqué le premier film qui s'appelait Jobs, dont on va regarder quand même quelques images avant de revenir dessus. It isn't a pressing issue. Get out. He's trying to start a war with IBM. Steve's been doing the impossible ever since he was in a garage. I'm trying to build Apple, and they're taking it away from me? If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant ripoff. I'm gonna sue you for every cent. You are your... Voilà, donc Ashton Kutcher qui était beaucoup moins crédible, on va dire, que Michael Fassbender. Alors effectivement, physiquement, il lui ressemblait beaucoup à Steve Jobs. Les maquilleurs avaient fait le boulot, mais c'est vrai que dans les expressions du visage, le regard, etc., c'était pas vraiment ça. Et puis la fin avait été légèrement bâclée. On nous annonçait l'apothéose et finalement, on restait un petit peu sur notre fin. Le biopic, le nouveau biopic avec Michael Fassbender, lui, se concentre sur les coulisses des 3 lancements emblématiques de la marque, avec pour point d'orgue la révélation de l'iMac en 1998. Voilà, peut-être beaucoup plus vendeur que l'autre biopic. Pour finir, pourquoi Hollywood s'attaque comme ça aux geeks? On l'a vu, Steve Jobs 2 fois, Social Network, vous en parliez avec Facebook, et bientôt Snowden. Oui, Snowden très bientôt par Oliver Stone. Il n'y a rien de plus cinématographique, disons, que la vie de ces hommes qui sont finalement partis de rien et qui sont à l'origine de véritables empires. Voilà, Steve Jobs a commencé dans son garage et termine comme un des êtres emblématiques de ce siècle. Ça sort quand ? Ça sort le 6 janvier, en France. Le nouveau biopic de Steve Jobs. Merci Laetitia. On en vient à ce portrait. Elle s'appelle Anaëlle Lévy et elle est créatrice de mode. Sa marque de haute couture est l'un des fleurons de l'industrie de la mode israélienne. Elle habille aussi bien les mariés que les actrices qui montent sur les marches de Cannes. Samuel Calvo. En 1994, oui, on a fait notre alia avec mes parents, j'avais 12 ans. Et donc on s'est installé en Israël et j'ai suivi mon parcours normal de jeune fille, étudiante et tout, comme une Israélienne. Le bac, tout. Et après, au moment où j'ai fini mon service civique, il fallait commencer des études.
À la base, je voulais apprendre le dessin parce que ce que j'aime réellement, c'est le dessin. Depuis que je suis toute petite, je dessine. Et bon, je voulais aussi dessiner, chanter, danser, parce que je viens d'une famille assez, assez douée, on va dire. Mon oncle, c'est le chanteur Daniel Lévy. Donc lui, il voulait plutôt, enfin, les gens qui le connaissent voulaient plutôt que je me lance dans la chanson. Mes parents, non. Et donc, ils étaient vraiment pour que j'étudie la mode, pour exprimer ce don du dessin, mais dans un vrai métier. J'ai ouvert mon petit atelier en 2013. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de loi. Je fais des robes comme j'aime. Depuis que j'ai mon petit atelier, ouais, je travaille beaucoup avec les actrices et les mannequins et les blogueurs. J'ai une blogueur de mode qui s'appelle Corinne Abraham. Son blog s'appelle Ya Salam, qui a porté là maintenant aussi 2 robes à moi au Festival de Cannes. Et une autre, une blogueur française qui s'appelle Megan, portait une robe rouge à moi sur le tapis rouge. Pour les robes de mariée, les robes du soir, je fais ça sans trop réfléchir. C'est une vraie passion, parce que ça vient du dessin, c'est très sensuel. Chez moi, tout passe par les mains. Les robes en soie, beaucoup de tissu, entièrement à la main. Là, c'est fait sur la mannequin. Après, on a ce genre de robes qui sont plutôt Charleston, ok, avec les franges et tout. Ça, on peut le faire en n'importe quelle couleur. Je vois et après, au fur et à mesure, je travaille. C'est pas du tout un travail de calcul mathématique, non. C'est une fois qu'on a créé que là, il y a le calcul qui vient, oui. C'est vrai que pour créer des modèles aussi compliqués, après, il faut s'asseoir avec les filles là-bas. Et là, il y a beaucoup de mathématiques. Et il y a beaucoup de... C'est de l'architecture, on va dire. Je ne pense pas seulement en Israël, dans n'importe où au monde. Je pense que c'est un métier qui est très intensif, qui demande énormément de... Il faut être tout le temps là, 24 heures sur 24. Même quand j'ai fini le travail, je suis au restaurant avec mon mari. J'ai une idée, je suis là, vite, donnez-moi un petit papier, donnez-moi une serviette, un stylo, vite, j'ai une superbe idée. C'est un métier qui est tout le temps, tous les sens, ils sont tout le temps éveillés. Donc on peut pas... C'est pas un métier où on a fini de travailler, par exemple, à 8 h du soir, on passe une carte et ça y est, on a fini et on passe à autre chose. C'est très difficile parce que ça demande aux yeux et à l'esprit d'être tout le temps en éveil. C'est l'été, vous le savez, bizarrement, il crée chaque année son lot de sports plutôt originaux, voire incongrus, jouer aux échecs en boxant, remplacer l'océan par de la boue ou encore du sumo version bébé. Betsabé, vous nous rapportez toutes ces images et on démarre par ce concept du chess boxing. Alors attention, c'est un sport qui existe depuis 10 ans déjà et tente de s'imposer tant bien que mal en France. Exactement, certains parlent même d'une nouvelle tendance en France. Alors on n'en est pas là, mais ça cartonne en Allemagne et en Angleterre. Le concept, somme toute, est intéressant. Un sport 2 en 1 qui se veut à la fois violent, gros, biscotto, aidant et cérébral, puisque, comme son nom l'indique, le concept du chess boxing, ce sont des rounds de boxe anglaises et des parties d'échecs qui s'alternent. Alors la victoire, soit un échec et mat, soit un abandon, un KO, ou alors si le temps alloué est écoulé pour l'un des athlètes. Alors le vrai défi, c'est bien sûr la concentration, être capable de passer d'une discipline à l'autre, sans oublier cet autre challenge, celui de déplacer le cavalier pour prendre le fou avec un gant de boxe. On note que la Fédération française d'échecs serait prête à accueillir cette nouvelle discipline. Fermez votre bouche, Barbara, vous êtes extrêmement bizarre. Bouche bée. Je vois pas trop l'intérêt. En moins cérébral, mais tout aussi insolite, il y a le Calcio Storico Fiorentino. Elle nous l'a fait avec l'accent. Voilà, vous avez remarqué. A eu lieu il y a quelques jours en Italie. Exactement, voilà, du 14 au 24 juin 2015 à Florence, donc en Italie. Et comme chaque année, le tournoi de calcio a ameuté les foules. Regardez, avec des familles entières venues voir le spectacle des 4 coins de la botte. Et pour cause, qu'est-ce que le Calcio Fiorentino? C'est le foot le plus violent du monde. Une sorte
sorte de mélange. Exactement. Alors c'est une mélange. En fait, c'est un mélange entre boxe, rugby et football qui oppose 4 équipes. Alors en fait, ils se tapent surtout dessus, vous allez voir. Et des équipes qui ne sont ni plus ni moins que les équipes des 4 quartiers de Florence. Des combats où, comme vous pouvez le voir, tous les coups sont permis ou presque. Alors attention, hein, gentleman, il est toutefois interdit de frapper à 2 contre 1 ou d'attaquer de dos. Mené donc par de véritables molosses entre tambour et trompette. Et pour cause, eh bien, ça remonte à l'aristocratie italienne. Le calcio s'est réparu dans les années 30. Résultat, ça cogne comme un beau vieux temps. Et oui, on est attaché aux traditions en Italie. Certains y verront trop de violence, d'autres de l'adrénaline, comme Giacomo, joueur de l'équipe de Santo Spirito, qu'on écoute. Sur le terrain, il y a de l'adrénaline, mais c'est aussi un très beau sport. S'il n'était pas bien, je ne le ferais pas, je resterais chez moi. Alors bon, de l'adrénaline, c'est le moins qu'on puisse dire. Après que le calcio storico soit beau, ça c'est comme les goûts et les couleurs. Oh là là, mon Dieu, c'est hyper violent. Un peu plus à l'est. Et là, pas très beau en non, plus. Non, c'est en plus. Ouais. C'est bon, c'est juste bêtement viril, on va dire. Faites attention quand vous attaquez à l'Italie. Hein. je crains le pire. On va s'attaquer au Japon cette fois. Attention, restez avec nous. Je crains le pire. J'ai pas très envie de voir ces images. Non, vous inquiétez pas en fait. C'est moins hard que ce que vous pensez. Alors, c'est en mai dernier à Tokyo, vous aviez des combats, alors relativement fake. Heureusement, hein, les sumo ne font que les secouer, ces pauvres bébés. Là aussi, la tradition l'emporte. Ces combats sont vieux de 400 ans. Tradition qui, sous prétexte de souhaiter bonne santé aux bébés, implique de les faire hurler. Et ça marche, vous allez voir. Ainsi, quelques 120 bébés ont combattu à leur façon, visage grimaçant, yeux remplis de larmes, au plus grand bonheur de leurs parents qui pouvaient ainsi chasser les mauvais esprits. Oh, les pauvres petits bébés japonais. Ça rebondit, cela dit, hein, sur la pancha. Un dernier pour la route, en l'honneur des vacances. Un peu plus nautique. Voilà, alors pour ceux qui trouvent que la mer c'est has-been, eh bien vous avez la boue. Je vous présente le World Box Snorkeling Championships, donc c'est plongé dans le marais. Les règles sont simples, 110 mètres dans une tranchée remplie d'une eau opaque et boueuse. Le plus, vous avez droit aux palmes, au masque et au tuba. Le moins, vous devez laisser les techniques de nage traditionnelles au vestiaire. Au plus grand bonheur, cette fois-ci, des spectateurs. Alors, avis aux intéressés, Laetitia Barbara, la compétition a lieu chaque mois d'août à l'Indvrit de Vels au Pays de Galles. Ce sera le 30 août prochain. Et il faut s'habiller en costume comme ça. Vous habillez comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre costard, vous pouvez mettre votre petite robe à fleurs. Elle ne ressortira pas dans la métro. On a noté, on sera là. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'ennuie l'été. Merci Betsabe. Merci Laetitia. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu avec Éléonore Veil. On continue de suivre de près la crise grecque. Restez sur notre antenne. Portez-vous bien.